Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à l'actualité des marchés financiers courant du 12 au 18 mai 2017. Cette semaine, les deux thèmes que je souhaite aborder avec vous concernent des décisions de justice, donc ce sont deux points de jurisprudence que nous allons partager ensemble. Mon premier sujet concerne la décision du tribunal de l'Union européenne qui a été rendue le 16 mai dernier en matière de supervision financière. Le sujet concerne tout particulièrement la classification des entités qui vont être soumises directement à la supervision de la Banque centrale européenne. Dans cette optique, une banque allemande a choisi de contester la classification qui lui avait été donnée d'être soumise à cette supervision directe de la BCE. La valeur des actifs de cette banque était pourtant supérieure à 30 milliards d'euros, critère dont on sait l'importance pour déterminer les entités importantes des entités dites moins importantes dans le cadre de la supervision de l'union bancaire. L'argument qui avait été soulevé par la banque allemande consistait à dire que les autorités de supervision nationale, à savoir les autorités allemandes, consistait une surveillance suffisante pour protéger la stabilité financière. Le tribunal de l'Union européenne va choisir de développer assez longuement son argumentation afin que cette décision ne soit pas considérée comme un arrêt d'espèce, mais réellement comme une décision de principe. Tout d'abord, le tribunal de l'Union européenne va rappeler que la supervision directe par les autorités nationales n'est pas une compétence autonome, mais simplement la mise en œuvre décentralisée d'une compétence exclusive de la BCE. Sur ce point, le tribunal montre que la BCE reste l'autorité compétente en tout état de cause, que les entités soient importantes ou moins importantes, et que les pouvoirs par les autorités nationales ne sont que l'exercice d'un pouvoir décentralisé de la BCE. Le tribunal de l'Union européenne rappelle ensuite que le critère de la valorisation des actifs, à savoir les 30 milliards d'euros, est un critère prédominant et que la banque en question avait rempli complètement ce critère. De ce fait, la banque avait basculé dans la catégorie des établissements importants. Le tribunal tient par la suite à revenir sur l'exception qui est effectivement prévue dans le règlement MSU sur la catégorisation de ces établissements en moins ou plus importants. Pour le tribunal, il rappelle que la surveillance directe par les autorités locales n'est acquise que si des circonstances factuelles spécifiques démontrent qu'une surveillance directe par les autorités locales permettra de mieux remplir les objectifs de la réglementation européenne et plus particulièrement du règlement MSU. Or, en l'espèce, la banque qui a essayé de contester sa classification en entité importante n'a simplement tenté que de démontrer que la surveillance par les autorités allemandes était suffisante. Pour le tribunal, cela est insuffisant. Il fallait réellement montrer que la surveillance par les autorités allemandes était mieux à même de remplir les objectifs en matière de surveillance prudentielle que ne le ferait la BCE. Ce point est particulièrement important dans cet arrêt puisqu'il va bien démontrer que les circonstances exceptionnelles spécifiques et factuelles sont des critères à analyser in concreto pour chaque établissement vis-à-vis de chaque autorité locale. Le second élément que je voulais partager avec vous cette semaine concerne un arrêt de la Cour de cassation et tout particulièrement de la Chambre commerciale, arrêt qui a été rendu le 22 février 2017. J'attire votre attention sur cet arrêt parce que la Cour de cassation va souhaiter apporter des précisions sur la méthodologie à suivre pour la valorisation du préjudice subi par un épargnant en raison des informations erronées qui lui ont été communiquées par sa banque.
Cet arrêt est inédit, il n'a donc pas vocation à avoir une forte publicité. Néanmoins, certains éléments sont importants à analyser pour 2017. En effet, les juges doivent tenir compte du rachat éventuel des contrats en cause par l'épargnant au moment où il tranche. Et ils doivent également tenir compte des pertes alléguées effectivement subies également au moment où il tranche. En fait, la Cour de cassation souhaite que les juges utilisent un raisonnement juridique parfaitement rigoureux pour fixer le montant des dommages et intérêts qui vont être attribués à l'épargnant ayant subi des pertes. Par cet arrêt, on se rend compte que le droit civil de la responsabilité contractuelle a toujours un rôle très important à jouer. Et cela même après une dizaine d'années d'entrée en vigueur de la directive marché d'instruments financiers qui a formalisé et institué les règles au niveau de l'information d'un établissement de crédit vis-à-vis de son client. Donc si ces règles en matière d'information peuvent être évidemment sanctionnées sur la base de ces dispositions spécifiques du Code monétaire et financier, il n'en reste pas moins que pour les magistrats de la Haute Cour, valorisation de l'indemnisation à recevoir en réparation du préjudice subi doit tenir compte d'éléments qui sont fixes et qui ne dépendent pas pour la prise en compte de la réparation de l'information qui a été donnée ou pas à l'épargnant. Ce qui va compter et à mettre dans la balance, c'est également ce qu'a fait l'épargnant, à savoir a-t-il racheté les contrats en cause, à combien et à combien s'élèvent les pertes. Avec cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, on se rend compte qu'il va quand même falloir continuer à bien maîtriser le rouage et le passage entre le Code civil et la réglementation liée à la responsabilité civile contractuelle, qui est en voie de réforme, et également les dispositions plus spécifiques des marchés financiers et qui sont insérées dans le Code monétaire et financier. Voilà pour les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous cette semaine. J'espère qu'ils vous ont appris certaines choses en matière de marché financier. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.